Vous ce soir, ce qui il y a quelques mois semblait assez imaginaire, et ben en fait s'avère être tellement facile. Je voudrais dire un bonjour tout particulièrement à mes amis de Lyon, à la famille Padveau, à Steve Ben Naïm, et également ma mère qui nous rejoint de Jérusalem et qui est présente donc ce soir avec nous, et également un ami de Paris, M. Patrick Petit-Wayon. Donc bonjour à tout le monde. Nous avons pensé donc avec le rabbin Malka par rapport à cette réflexion sur Yom Yerushalayim à essayer de comprendre un peu mieux en fait les racines du sionisme religieux. Du sionisme religieux qui à première vue semble en fait être l'association entre le sionisme d'un côté et la religion de l'autre côté, un peu comme beaucoup d'associations modernes comme ça, judaïsme et modernité, judaïsme et science, donc judaïsme et sionisme. En fait, ce que je me propose donc de voir avec vous dans cette prochaine petite demi-heure que nous avons en face de nous, c'est de voir qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et j'ai choisi donc la métaphore Yerushalayim par rapport à Yom HaAtzmaut, la métaphore de Tel Aviv par rapport à Jérusalem, pour essayer donc de comprendre plus cette complexité. Le XXe siècle, effectivement, nous a donné de nouvelles fêtes dans le calendrier juif, de nouvelles fêtes qui arrivent au printemps, à l'époque du renouveau, mais qui arrivent en fait entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. La fête de Pessah, qui symbolise donc la sortie d'Égypte, la création du peuple d'Israël, et la fête de Shavuot, bientôt, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, qui, elle, représente donc le souvenir du don de la Torah, du sens, en fait, de la délivrance. À Pessah, le peuple d'Israël est libéré, il n'est plus esclave, mais il n'est pas encore lui-même. Il deviendra lui-même à Shavuot avec le don de la Torah. Depuis cette époque, depuis plus de 3500 ans, eh bien, des tas d'ivrei Torah ont été rédigés là-dessus, sur les deux côtés, en fait, de la délivrance, de la sortie d'Égypte et du peuple d'Israël. D'un côté, donc, le côté national, le début, le commencement par rapport à Pessah, et d'un autre côté, donc, en fait, la fin de ce processus avec le sens, la mission d'Israël, la vocation d'Israël par rapport à Shavuot. Et puis voilà donc qu'au XXe siècle, nous avons deux fêtes à l'intérieur donc de cet axe entre Pessah, deux fêtes qui, elle aussi, une qui est proche de Pessah, Yom HaAtzmaut, et une qui est plus proche de Shavuot, Yom Yerushalayim, une qui peut-être représenterait donc le sionisme, le début, ce qui s'est passé en 48, et l'autre donc plus tardive, 30 ans après, qui est plus par rapport à Yerushalayim, par rapport à Jérusalem, par rapport à l'espoir d'Israël, à la veille de Shavuot. Mais d'un autre côté, n'oublions pas qu'en Israël, la fête de Yom HaAtzmaut est la fête nationale. C'est-à-dire qu'elle est chômée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école, c'est-à-dire que les magasins sont fermés, c'est-à-dire qu'elle a l'occasion également de commémorations qui sont des commémorations nationales. Yom Yerushalayim, de son côté, n'est pas une fête nationale. Demain, il y aura école. Les magasins sont ouverts, les gens travaillent. Uniquement à Jérusalem, il n'y a pas classe le Yom Yerushalayim. Pour beaucoup de gens de Tel Aviv, Yom Yerushalayim, on ne sait pas exactement ce que c'est, à quoi ça ressemble. Oui, pourquoi? Ah oui, effectivement, la guerre de 6 jours. Dans la représentation générale que nous avons des choses, eh bien, Yom HaAtzmaut représente plus le côté chiloni de la chose, le côté laïque de l'État d'Israël. Et Yom Yerushalayim peut-être représenterait donc le côté religieux, Yom Yerushalayim qui est fêté particulièrement donc dans les synagogues en Israël, synagogues que nous avons réouvertes donc juste à peine hier à peine. C'est un côté des choses. De l'autre côté des choses, la capitale de l'État d'Israël, même si elle n'est pas reconnue par l'ONU, par d'autres nations, la capitale de l'État d'Israël, c'est Jérusalem. Le Parlement d'Israël, la Knesset, se trouve à Jérusalem. C'est donc voir la centralité de Jérusalem dans l'État d'Israël. D'un autre côté, je ne sais plus si on est le troisième côté ou le quatrième côté, lorsque le sionisme a commencé au début du XXe siècle, eh bien, il a commencé à Yafo, à Jaffa. C'était avant Tel Aviv,
Jaffa que l'on peut considérer comme les origines de la nouvelle ville de Tel Aviv. Et Tel Aviv, en fait, a été la première ville juive moderne construite qui se voulait une ville entièrement juive. Contrairement à Jérusalem, où à la même époque, c'est-à-dire donc à la fin du 19e siècle, à la même époque, Jérusalem était une ville à majorité d'Arabes et uniquement ensuite quelques familles juives. Donc, il y a une certaine complexité par rapport à ces choses-là. Les deux côtés, donc Yom Yerushalayim, Yom Ha'atzmaut, Tel Aviv, Jérusalem, je dirais même que ça rappelle un peu ce que nous voyons de temps en temps dans les agents de voyage ou des publicités de l'Office de tourisme. On vous dit faites vos vacances en Israël, c'est-à-dire faites vos vacances à Tel Aviv, on voit la plage, on voit les grands hôtels, on voit le surf. Et d'un autre côté, les images de Jérusalem, c'est toujours le côté religieux des choses. Et là, il s'agit donc des trois religions. Jérusalem, c'est le côté religion. Alors, pour comprendre un peu plus fort, un peu plus profondément donc, cette complexité des choses, je me propose de l'aborder justement par l'essence même du sionisme et à travers l'essence du sionisme, comprendre également quelle est la place du sionisme religieux. Une chose que l'on ne rappelle pas peut-être assez souvent, et qu'en fait, le sionisme est à l'origine d'une révolution pas seulement pour le peuple juif, mais également d'une révolution dans le contexte politico-géographique, historique de cette fin du 19e siècle. Souvent, on a l'habitude de voir le sionisme comme étant le début du nationalisme juif, qui correspond plus ou moins à la même époque avec les aspirations de la Grèce à se séparer de l'Empire turc et d'autres pays également donc à revoir donc leur identité nationale. Mais en fait, le sionisme se trouve dans un contexte propre à lui qui est très différent. Le sionisme, effectivement, appelle à retourner retourner à Sion, mais il demande en fait, mais il essaye en fait de réunir non pas des gens une population qui se trouve sur une même terre mais qui a un pouvoir étranger, mais en fait de réunir des communautés diverses à travers les quatre coins du monde pour en fait construire un pays. Et cette aspiration donc, du sionisme est une révolution interne par rapport au peuple juif, mais également donc, par rapport à la vision habituelle donc, du nationalisme. Pourquoi est-ce que c'est une révolution interne par rapport au judaïsme? Bien parce que jusqu'au sionisme, le judaïsme se définissait comme une religion. Au Moyen Âge, les Juifs sont une religion, une des trois grandes religions. Pas seulement le judaïsme pas seulement les Juifs se définissent comme religion, mais la population, en fait, toute la population se définit à travers le prisme de la religion. Les guerres sont des guerres de religion. À l'époque de l'ère moderne, on a un passage donc un passage dans les différentes populations, dans les différents pays, où l'identité nationale devient de plus en plus importante au détriment de l'identité religieuse. Et effectivement, le fameux printemps de 1848 et les nouveaux États qui apparaîtront après sont le fruit de ces aspirations nationales. Nous nous définissons à présent à travers notre langue, à travers notre pays, à travers notre histoire commune. La religion est de côté. Pour les Juifs qui se trouvent en Europe au XIXe siècle, c'est l'époque de l'émancipation, c'est l'époque où le judaïsme, effectivement, s'affirme comme une religion. Nous pouvons être français, même si nous sommes juifs. Nous pouvons être anglais ou allemands, même si nous sommes juifs, puisque en fait, il s'agit d'une appartenance nationale. Et la religion, le judaïsme ou la judaïté, c'est en fait une religion. Tout ce 19e siècle, en fait, voit le judaïsme comme une religion. Lorsque le sionisme commence, le sionisme, à travers Herzl, c'est essayer de définir différemment l'identité juive. On connaît toute l'histoire. Herzl qui se trouvait à Paris comme correspondant de son journal autrichien, Herzl qui voit la dégradation du capitaine Dreyfus, et Herzl qui entend donc la population qui crie mort aux Juifs parce que s'il y a un traître, il est juif. Bien que le capitaine Dreyfus était un bon juif assimilé, bon juif français qui se sentait parfaitement français, s'il y a un traître dans l'armée française, s'il y a un trait dans l'armée française, c'est en fait le juif, puisque le juif est étranger. Le juif ne peut être français. Pour les antisémites qui criaient donc mort aux juifs de derrière, le judaïsme n'est pas une religion. C'est plus qu'une religion. Le judaïsme empêche le juif d'être vraiment français.
Pour Herzl, il s'agit d'une révélation. C'est donc l'échec de la politique de l'assimilation. Les peuples français, les peuples européens, les différents pays n'accepteront jamais les Juifs à l'intérieur d'eux complètement, parce que le judaïsme n'est pas une religion, mais parce que le judaïsme est une nation. Donc pour Herzl, c'est donner pour Herzl et pour les autres premiers penseurs du sionisme, c'est donner une identité nouvelle à la façon de vivre son judaïsme, non plus comme une religion, mais comme une nation. Et c'est par rapport à ça que là, donc, on va continuer le mouvement sioniste, etc., en appelant les Juifs donc, du monde entier à venir et à reconstruire, à prendre donc, leur auto-émancipation, à reconnaître le fait qu'il s'agit d'une nation et non pas d'une religion. Mais d'un autre côté, cette nouvelle définition, qui était nouvelle par rapport au sentiment général que les Juifs avaient à l'époque, cette nouvelle définition demande justement un mouvement qui est contraire au nouveau. Ce mouvement, c'est en fait revenir en arrière. Revenons en Israël, revenons dans cette terre qui est la terre de nos ancêtres. Pour revenir vers la terre d'Israël, revenons également vers la Bible. Et la Bible, c'est le livre saint des Juifs, du judaïsme comme religion. Mais revenir dans la terre d'Israël, c'est revenir à Jérusalem, le Shana Babirushalayim. C'est revenir à Jérusalem qui était le centre spirituel du peuple juif. C'est revenir à Jérusalem d'où nous avons été chassés après la destruction du temple, le temple religieux. Comment est-ce que le sionisme, d'un côté, part de quelque chose de nouveau, des Juifs comme une nation, et d'un autre côté, donc, appelle à retourner en Israël, à retourner aux sources. Ce mouvement donc de retour aux sources est en fait un mouvement avec une dialectique interne particulière. Herzl, effectivement, et la pensée sioniste, et la pensée sioniste refuse le judaïsme comme religion. Mais en refusant le judaïsme comme religion, il demande à retourner encore plus précédemment aux origines du judaïsme, avant que le judaïsme ne soit une religion. Dans la pensée sioniste, et c'est ce qui sera développé par des penseurs sionistes donc au début du XXe siècle, le judaïsme était d'abord une nation lorsqu'on était en Israël. Cette nation, effectivement, avait également une religion juive. Cette religion, il y avait différentes variantes de la religion. À l'époque antique, à la veille donc de la destruction du temple, il y avait les pharisiens, mais il y avait également les esséniens, il y avait également les sadducéens, il y avait d'autres sortes de juifs, d'autres sortes de religions juives. Mais il s'agissait d'abord d'une nation. Ensuite, lorsque cette nation a été exilée, eh bien, effectivement, elle est devenue religion et uniquement religion. Religion centrée autour du Talmud, qui est une création qui a été en fait rédigée, écrite après l'exil, en Babylonie surtout, et par rapport à 2000 ans d'histoire juive qui était centrée sur l'étude juive, l'étude du Talmud, l'étude de la Halacha, une étude qui n'est pas une étude théorique, mais une étude qui demande à être pratiquée. Donc la religion juive, c'est le Talmud, la religion juive, c'est la Halacha, la religion juive, c'est l'exil. Tout ça, évidemment, je parle au nom de la pensée sioniste, c'est-à-dire de la façon dans laquelle le sionisme lit l'histoire du peuple juif. Le sionisme, donc, se propose de retourner à la première époque, de retourner à ces premiers temps mythiques, de retourner au fait d'être juif, qui signifie au niveau global, en fait, être une nation. Et demande à se séparer, à se différencier du juif comme le judaïsme, du juif qui est considéré comme la galoute, qui est considéré comme l'exil, du juif qui est par rapport à la halakha, par rapport à la pratique du judaïsme. Donc le sionisme en soi se veut donc d'être avec une identité qui serait non religieuse, une identité qui serait différente de la halakha, une identité qui demande de vivre sa judaïté de façon différente, de façon nationale, pas en prenant également le judaïsme comme faisant partie de cette entité, mais au contraire en demandant à se séparer de la religion juive.
dans les premières affiches, par exemple, les affiches graphiques du sionisme dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, eh bien, on parlera donc du pionnier, qui est celui qui arrive en Israël, non pas pour mourir sur la terre de ses pères en face du mur de Jérusalem, du mur des lamentations, comme plusieurs générations, mais au contraire, il arrive en Israël pour travailler la terre, il veut retourner à la terre, il veut travailler l'agriculture, il sera fort, il sera au teint donc bruni par le soleil, par le travail physique. Ce n'est pas le Bachour Yeshiva chétif du Shtetl ou du Melach qui vivait uniquement dans le petit monde de l'Halacha, dans le petit monde de l'étude juive, ça non, ça c'est le juif de la galoute, ça c'est le juif de l'exil. Le nouveau juif, c'est le pionnier, c'est ça donc l'israélien, c'est ça celui qui sera le juif de demain, le juif qui d'un côté demande à revenir à être le juif à l'époque de la Bible, mais un juif qui est un peuple, un juif qui est donc attaché à sa terre, qui travaille au point de vue physique, qui a un corps développé, un juif donc et qui est un juif nouveau, un juif qui est un juif différent. Mais il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, donc un paradoxe par rapport aux sources du judaïsme, par rapport à la Bible, par rapport aux héros de la Bible, par rapport au roi David, qui est celui qui va à la guerre, mais qui est également celui qui écrit donc le livre des psaumes. Comment comprendre donc ces personnages de la Bible? Comment comprendre ces passages de la Bible? On pourrait dire, supprimons la Bible, laissons-la de côté, ce n'est pas la peine. Mais dans ce cas-là, que nous reste-t-il, dit le sionisme? La halacha, le Talmud, le Midrash, nous ne le voulons pas. Ça, c'est la création de l'exil. La Bible, c'est la création c'est le livre qui a été fait en Israël. C'est le livre qui a été fait, celui-ci, nous le voulons. Mais nous ne le voulons pas avec une approche religieuse. Eh bien, nous allons l'apprendre, nous allons le voir, nous allons l'étudier, nous allons essayer de nous définir par rapport à lui avec une approche qui ne sera pas une approche religieuse, mais qui sera une approche historique, qui sera une approche littéraire. Voir la Bible non pas comme étant le texte révélé par Dieu, mais voir la Bible comme étant la création du peuple juif dans sa terre. Et donc l'éducation juive sioniste, même avant le début de l'État d'Israël, c'est-à-dire entre les années 1905, disons, et les années donc 1940, l'éducation sioniste est une éducation qui était centrée par rapport à l'étude de la Bible. Oui, mais la Bible qui est désacralisée. Il s'agira d'étudier non pas les premières histoires de la Bible telles qu'elles nous sont rapportées dans la Parashat Shavua, dans Bereshit, les histoires des patriarches. Non, ça, ce sont des chapitres qui sont trop religieux. Mais on essayera donc plutôt d'étudier les chapitres du livre de Dvarim, du livre du Deutéronome, qui parlent donc des lois qui sont par rapport au peuple lorsqu'il rentrera en Israël, le roi, l'armée, toutes ces choses-là, l'éthique sociale, le respect du pauvre, l'entraide. Ça, ce sont donc les chapitres qui seront étudiés dans la Torah. De même, on étudiera pas seulement le Pentateuque, les premiers livres de la Torah, les Chumash, mais on étudiera les prophètes, pour, à travers les prophètes, donc, prendre une aspiration éthique, comprendre donc la mission d'Israël comme étant encore une fois une mission non pas religieuse, mais une mission éthique pour créer une société sur des bases de justice, de respect de l'un de l'autre, de l'aide au prochain, de l'aide à celui qui a besoin, etc. Le programme scolaire, donc, dans les écoles sionistes à cette époque-là, donnait une part importante à la Bible, mais par rapport à ces livres-là, par rapport à ces chapitres-là, par rapport à cette thématique. Et la Bible, évidemment, n'est pas étudiée comme quelque chose de religieux, n'est pas étudiée avec une kippa sur la tête, mais donc est étudiée comme donc un texte important au niveau du besoin d'identité, mais complètement désacralisé. De la même façon, le mouvement sioniste reprendra le calendrier juif et lui donnera une autre interprétation. Non pas l'interprétation religieuse, mais une interprétation nationale, interprétation agricole qui, elle aussi, apparaît donc dans la Torah, elle aussi apparaît dans la Bible. Mais ça sera donc les aspects qui seront développés. Alors, dans le premier kibbutzim, le soir du Seder, on écrira une autre Haggadah, une alternative à la Haggadah traditionnelle, et on parlera donc de l'importance de la liberté et de l'importance d'être un peuple. À Shavuot, on ne parlera pas du don de la Torah.
à Shavuot, on parlera des prémices de la nouvelle récolte, ce qui correspond au verset qui parle de Shavuot comme étant Chag Abikurim, la fête des prémices. C'est comme ça que donc le calendrier juif également reprend également une nouvelle interprétation. On pourrait comme ça avoir des tas d'autres exemples. Je n'en citerai qu'un autre. C'est la création, c'est un des livres très importants, une compilation très importante qui a été faite par Chaim Nachman Bialik. Chaim Nachman Bialik est considéré en Israël comme étant le poète national. Chaim Nachman Bialik qui a rédigé donc un livre qui s'appelle en hébreu Sefer HaAgada. Il s'agit du livre de la Haggadah. La Haggadah, non pas la Haggadah de Pessah, mais la Haggadah, ce sont les textes du Talmud qui ne sont pas des textes ilchatiques, des textes qui ont par rapport à la philosophie, par rapport à l'éthique, par rapport à l'histoire également, qui nous racontent des tas de choses. Eh bien, Chaim Nachman Bialik lui a rajouté pas seulement la Bible, mais également a voulu donc faire rentrer à nouveau le Talmud dans la bibliothèque du Nouvel Israélien, mais pas le Talmud de la Halacha, le Talmud de la Haggadah. Il a repris ces morceaux, il les a réécrits dans un hébreu qui est d'un côté ancien, mais d'un côté également moderne, de façon à dire, même dans le Talmud des religieux, il y a en fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas directement liées par rapport à la Halacha. C'est donc une dialectique interne propre au sionisme. D'un côté, donc, vouloir aller en avant, définir le judaïsme, définir donc le peuple d'Israël non pas comme une religion, mais comme une nation. C'est un changement, c'est une profonde donc remise en question. Mais d'un autre côté, donc, oui, un regard vers le passé, mais vers le passé qui est interprété différemment, non pas sous une forme religieuse, mais sous une forme nationale. Alors, qu'est-ce qui se passe donc maintenant avec le sionisme religieux? Comment est-ce que le sionisme religieux a réagi par rapport à cette réinterprétation de l'identité juive et des origines donc du judaïsme, réinterprétation qui veut donc donner à partir de maintenant une interprétation nationale et non pas une interprétation religieuse. Eh bien, dans le sionisme religieux, on peut parler de deux branches différentes, de deux branches distinctes. L'une qui est pragmatique et l'autre qui est idéologique. La branche idéologique, c'est la branche du Rav Kook, dont on a souvent entendu parler. J'essaierai dans quelques minutes de résumer donc sa pensée là-dessus. Et la branche pragmatique, dont on entend moins parler, c'est la branche du parti politique religieux tel qu'il a été créé déjà à l'époque, à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire par rapport au premier congrès sioniste mondial. Le premier parti religieux qui a pris comme nom le Mizrahi, Mizrach c'est l'Orient, le Mizrahi, parti politique qui a été créé par un des grands rabbins de Lituanie à l'époque, qui s'appelait Rav Yaakov Yitzhak Reines, qui était Rosh Yeshiva, et qui, contrairement à la plupart donc, des autorités rabbiniques en Lituanie, et pas seulement, qui étaient entièrement contre le sionisme, en disant non, c'est très grave, c'est différent, ils sont contre la religion, il n'est pas question de travailler avec eux, il n'est pas question de les considérer. La plupart des dirigeants religieux de l'époque voyaient le sionisme comme étant une nouvelle version de la réforme. La réforme était un mouvement religieux, mais un mouvement religieux qui était contre la tradition rabbinique. Là, il s'agit également d'un mouvement, non pas religieux, mais national, mais qui est contre la tradition rabbinique. Le Rav Reines était un des seuls qui, lui, oui, a accepté donc à participer au congrès sioniste, a fondé même un parti avec des adhérents, a envoyé également de l'argent en Israël pour aider les différentes communautés, les premières communautés qui commençaient à s'organiser en Israël. Et lorsque les autres donc, dirigeants ou lorsque les gens demandaient au Rav Reines, mais comment est-ce que tu es prêt? Comment est-ce que vous êtes prêt comme ça à vous associer au mouvement sioniste qui est tellement contre la religion? Le Rav Reines disait, nous n'avons pas le choix. Il s'agit de sauver le peuple juif. Et pour sauver le peuple juif, Pikuach Nefesh, tout est permis. Tout est permis, même donc de collaborer avec le mouvement sioniste. De quel Pikuach Nefesh il s'agit?
À la fin des années 1880-1890, de nombreuses persécutions en Russie, un antisémitisme très profond. Le Rav Reines dit, si nous pouvons sauver les Juifs en faisant un État juif, où les Juifs qui sont donc dans des pays en danger pourront aller là-bas, eh bien, nous devons le faire. Et c'est pour ça que le Rav Reines avait donc une vision très pragmatique des choses, en disant, effectivement, ils sont contre la religion, effectivement, ils sont contre la tradition, mais pikuach nefesh. C'est pour ça que je m'associe avec eux. Et lorsqu'on essayait de lui dire, mais peut-être, même si on ne le comprend pas tout à fait, peut-être qu'il y a quand même un signe de Dieu là-dessus, peut-être que oui, on pourrait donner une interprétation religieuse de la chose, etc. Le Rav Reines répondait, chas v'shalom, il n'en est pas question. Tel qu'il a écrit et réécrit plusieurs fois en hébreu, El la tzionut vela geoula velo klum. Il n'y a aucun rapport entre le sionisme et la geoula, le sionisme et la délivrance. Ce sont deux choses tout à fait différentes. La délivrance, c'est le Mashiach. La délivrance, c'est une délivrance religieuse. La délivrance, c'est le peuple d'Israël qui revient sur la terre d'Israël, qui construit le Beth Amikdash, où tout le monde retourne à la religion, un grand mouvement de Chosrim V'Tshuva. Ça, c'est ça la Géoula, c'est ça le Mashiach. Le sionisme, aucun rapport. C'est donc pour ça que le Rav Reines, avec le Mizrahi, a été prêt donc en 1905 à s'associer au projet de l'Ouganda. Lorsque il semblait que le futur État juif ne pourrait être établi donc, sur la terre d'Israël et que l'on proposait l'Ouganda, le Rav Reines s'est dit, très bien, si c'est en Israël, tant mieux, mais si ce n'est pas en Israël, ça ne fait rien. Le but pour nous du sionisme, ce n'est pas de retourner en Israël, le but du sionisme, c'est effectivement de construire un État qui garantirait la sécurité du peuple juif dans le monde. Okay? C'est donc une vision extrêmement pragmatique, une vision qui ne voit pas dans l'association de ces personnalités religieuses au mouvement sioniste, ne voit pas donc une vision différente du sionisme ou une vision différente de la religion. Non, il est entièrement d'accord avec la politique donc du mouvement sioniste, mais et en même temps, il vit son judaïsme de la même façon que les autres rabbins de l'époque et les autres communautés religieuses de l'époque vivaient la chose. Pour lui, évidemment, le judaïsme est une religion, et une religion n'est pas une nation. C'est donc la première branche du sionisme religieux, première branche qui, reconnaissons-le, on n'entend pas beaucoup parler de cette branche, on n'entend pas beaucoup parler du Rav Reines et on ne comprend pas exactement, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui s'appelait à l'époque le Mizrahi et qui est aujourd'hui encore pour beaucoup de juifs orthodoxes anti-sionistes et un synonyme, le Mizrahi, c'est un synonyme des sionismes religieux, peu importe de quelle tendance, du Rav Reines ou du Rav Kook, ce sont des Mizrochnikim, c'est-à-dire en fait des gens qui sont du Mizrahi. On en reviendra là-dessus dans notre conclusion. Qu'est-ce qu'est devenue cette branche? La deuxième branche, qui est la branche qui est plus connue, qui est la branche qui est peut-être même plus répandue aujourd'hui en Israël, et peut-être même pas seulement en Israël, mais par rapport à beaucoup de Juifs en dehors d'Israël qui se reconnaissent de façon ou d'une autre dans le judaïsme religieux, est la branche de l'idéologie du Rav Kook. Chez le Rav Avraham Yitzhak Kook, qui est né en Lituanie, lui aussi à l'époque du Rav Reines, bien qu'il soit un peu plus jeune que lui, il est autour de 1865, et qui est arrivé en Israël en 1905, à l'âge de 40 ans et plus. Et donc, pour le Rav Kook, eh bien, en fait, le sionisme fait partie d'un projet beaucoup plus grand qu'il n'apparaît à première vue. Pour le Rav Kook, le sionisme fait partie effectivement de la délivrance d'Israël, de la Géoula. Et cette Géoula n'a pas commencé avec le sionisme, mais elle a même commencé en fait avec la sortie en exil. La Géoula commence avec l'exil. Pour le Rav Kook, qui donne une interprétation philosophique de l'histoire du peuple juif, le peuple d'Israël a été condamné à l'exil, non pas par les Romains ce sont eux qui, de fait, de facto, ont conduit le peuple d'Israël en Égypte, en exil, mais le peuple d'Israël, en fait, ne pouvait plus
continuer encore à rester sur sa terre, parce que le peuple d'Israël ne comprenait pas encore qu'en est-il de sa véritable identité juive. Pour le Rav Kook, encore une fois, il s'agit de sa vision de l'histoire, de son interprétation de ces événements historiques et donc, des conclusions par rapport à notre époque. Donc, pour le Rav Kook, le peuple d'Israël n'avait pas encore compris qu'à l'intérieur de l'essence d'Israël, oui, effectivement, il y a un côté national et un côté religieux. Et cette identité nationale est en fait une identité religieuse, et cette identité religieuse est en fait une identité nationale. Et pour le Rav Kook, le peuple d'Israël n'avait pas compris comment ces deux entités sont tellement l'une dans l'autre. C'est donc pour ça que le premier temple d'Israël a été détruit pour des raisons religieuses, par rapport à Avodah Zarah, par rapport à l'idolâtrie qui était à l'époque, puisqu'il y avait un problème, entre guillemets un problème, disons-le comme ça, dans l'identité religieuse du peuple d'Israël. Le deuxième temple, lui, n'a pas été détruit pour des raisons religieuses, mais par sinat chinam, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas de bons rapports sociaux à l'intérieur du peuple juif. Ces rapports sociaux, ces rapports de sinat chinam, que les gens ne s'aimaient pas l'un les autres, que les gens ne s'entraidaient pas, que les gens étaient séparés en différents groupes qui étaient prêts les uns à tuer les autres pour une idéologie différente de comprendre quel est le judaïsme, les pharisiens, les esséniens, peut-être que nous l'avons dit tout à l'heure, les zélotes, etc. Eh bien ça, donc, le peuple d'Israël ne comprenait pas comment il s'agit également, pas seulement d'une identité religieuse, mais d'identité nationale. Eh bien, le peuple juif doit être exilé, doit sortir de sa terre, doit ne plus fonctionner comme une nation, mais fonctionner effectivement comme une religion, mais comme une religion qui sera séparée aux quatre coins du monde et qui petit à petit développera d'abord le principe de la communauté, de l'entraide communautaire d'une communauté qui va aider l'autre communauté, et petit à petit retrouvera en elle-même cette identité nationale, qui n'est donc pas une identité religieuse, mais une identité nationale qui est à l'intérieur, en fait, à l'intérieur même de l'identité religieuse, qui elle-même est une idée nationale. Donc, il s'agit vraiment de deux aspects de la même chose. Le peuple d'Israël, donc, est en exil. En exil, il apprend donc à se rebâtir, à reconstruire cette identité. Et maintenant, à notre époque, il est prêt à revenir en Israël pour fonctionner comme un peuple et une religion ensemble. C'est la vision du Rav Kook. Dans cette vision du Rav Kook, dans cette lecture de l'histoire de ces 2000 ans, 2500 ans d'histoire, eh bien, le sionisme est effectivement, le sionisme, c'est le mouvement sioniste, etc., est effectivement un petit maillon au début du XXe siècle. Ce petit maillon est le maillon qui, effectivement, va enclencher le processus par rapport aux autres nations, par rapport aux premiers villages en Israël, par rapport aux premières colonies qui ont été faites en Israël. Effectivement, c'est comme ça donc, le sionisme va rentrer et va faire progresser le processus. Mais ce processus est un processus en soi. Donc, pour le Rav Kook, il s'agit d'une position extrêmement différente du Rav Reines. Ce n'est pas le sionisme est différent de la Géoula, de la délivrance. Non, pour le Rav Kook, le sionisme fait partie de la Géoula. Mais si c'est comme ça, alors comment comprendre donc le rejet du sionisme de la religion? Comment comprendre le fait qu'ils désacralisent la Bible? Comment comprendre le fait qu'ils essayent donc de revenir à l'homme de la Bible qui n'était pas un homme religieux? Eh bien, le Rav Kook va adopter ce modèle en disant nous aussi nous voulons revenir à la Bible. Nous aussi nous voulons revenir en fait à cette identité originelle du peuple juif telle qu'elle était, pas seulement avant l'exil, mais au début, à l'époque idéale donc du roi David. Nous voulons retourner à cette époque. Nous voulons donc revenir cet homme qui est en même temps un homme national, mais en même temps un homme religieux. Donc il y a une correspondance entre la lecture du sionisme qui demande à retourner à la Bible et retourner à l'homme de la Bible, contrairement aux Juifs de la Galoute. Il y a une correspondance entre cette lecture et la lecture du Rav Kook, qui également veut aboutir vers un judaïsme qui sera un judaïsme dans le sens plein du mot, qui est différent du judaïsme du juif de la Galoute, qui est différent du juif qui n'est uniquement effectivement par rapport, qui voit son judaïsme uniquement comme religion, mais qui permet donc de vivre son judaïsme d'un côté au point de vue religieux, mais également au point de vue national. Ok, ce sont donc deux visions différentes
différentes du judaïsme religieux qui, entre elles, ont évidemment, donc, comme je l'ai dit, ont des différences entre elles, mais également regardent de façon différente le mouvement sioniste d'un côté et l'histoire du peuple juif d'un autre côté. Qu'en est-il aujourd'hui en Israël? Que se passe-t-il aujourd'hui en Israël? Aujourd'hui en Israël, est-ce que le judaïsme religieux, et je conclus là en 2-3 minutes pour laisser également la possibilité donc, de débat ou de quelques questions. Que se passe-t-il aujourd'hui en Israël? Est-ce qu'il y aurait plus de sionisme religieux tendance le Rav Kook, plus sionisme religieux tendance le Rav Reines? Je ne crois pas qu'on peut le dire sous forme de chiffres. Et la plupart des religieux tendance le Rav Kook ne savent pas exactement ce que dit le Rav Kook, ne savent pas exactement quelle est l'interprétation de l'histoire du Rav Kook, ne comprennent pas tellement l'idéologie du Rav Kook. La plupart des gens qui vivent leur judaïsme, qui vivent leur identité sioniste religieuse de façon pragmatique, en disant oui, je suis sioniste, évidemment, je suis habitant de l'État d'Israël et je veux le bien de l'État d'Israël. Oui, je suis religieux, évidemment, parce que je crois en Dieu et parce que je vis d'après la halakha. Alors oui, je suis un sioniste religieux, c'est-à-dire de façon pragmatique, qu'on a vu précédemment, ne savent pas qu'en fait, l'origine de cette façon donc de vivre le sionisme religieux remonte au Rav Reines, il y a 100 ans, à sa compréhension donc, de l'histoire et le fait qu'il était prêt, lui, contrairement aux autres rabbins de l'époque, à faire le pas et à cohabiter et travailler ensemble donc, avec le mouvement sioniste. Donc, aujourd'hui, de nos jours en Israël, en fait, les différences sont plus ou moins par rapport à l'intensité de cette identité judaïsme sioniste à l'intérieur de chacun, mais beaucoup plus par rapport à une définition individuelle des choses et pas une définition individuelle des choses, donc qui n'est pas tout à fait toujours liée à l'origine idéologique ou philosophique du sionisme religieux, que ce soit de cette branche ou que ce soit de cette branche. Voilà, nous avons commencé donc par Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Nous avons continué donc par Tel Aviv et Jérusalem. De là, nous sommes arrivés au début du sionisme, à Tel Aviv, à l'État d'Israël, à Jérusalem. C'est ce qui nous a permis donc de mieux comprendre le judaïsme sioniste, le sionisme religieux, à travers donc ces deux différentes orientations. Voilà, j'ouvre le débat, 6 débats, j'ouvre les questions, 6 questions, mais à condition évidemment que vous ouvrez votre microphone ou que le rabbin... Moi, j'ai activé le mien. C'est vous qui l'avez ouvert ou fermé. Attendez, moi, j'ai activé le mien, j'ai activé celui de tous ceux qui veulent activer du reste. Comme ça, je continue à activer tous les micros, comme ça, ceux qui veulent participer peuvent participer. Voilà, activer. Ça, on ne peut pas. Chevalter, activé. Et Nathalie Bouche, non, ingénieur muet est déjà activé. Parce que le problème, c'est que moi, je ne veux pas la perdre en ami. Alors après, le rabbin, il a essayé de raisonner ma mère, il n'est pas arrivé. Ouais, non, là, il se raconter sa vie, monsieur Tavernier. Non, ma mère, elle voulait. Voilà, c'est intéressant de savoir, mais ça ne nous intéresse pas au niveau de la soirée ce soir. Alors moi, je vais commencer, à moins que quelqu'un ait une question. Moi, j'ai quelques petites questions, mais je pense qu'elles sont tout à fait générales. Sur entre guillemets, l'opposition. Parce que est-ce qu'il y avait réellement une opposition? Ils se sont croisés, même si le Rav Kook est plus jeune. Est-ce que pour autant il y a eu ils se sont fréquentés? Est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce qu'ils ont débattu à leur époque de leur vision? Ils ont débattu. Il y a eu des échanges de lettres entre les deux, des échanges de lettres qui ont également été publiés. Il ne s'agit pas simplement de lettres personnelles, c'était des lettres à travers la presse. À la fin du IXe siècle, il y a des dizaines de journaux juifs en Europe et presque une dizaine même en Israël, donc de journaux juifs qui sont surtout des journaux, pas seulement pour raconter les nouvelles, mais pour les débats idéologiques. Donc, il y a beaucoup donc, de discussions entre eux, il y a beaucoup d'échanges entre eux, mais chacun est de son côté. Par rapport justement en disant non, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Alors justement, par rapport à ces débats, c'est pas précisément par rapport à ces débats-là, comment est-ce qu'on peut, il va y avoir la même question qui va se poser des deux côtés. Est-ce qu'on peut imaginer que Rav Reines, pour lui, considère qu'il n'y a pas forcément d'aspect religieux,
au point où pour n'importe quel juif, on aurait intérêt à le faire revenir à une pratique religieuse. Donc, que ce soit en Israël ou en Ouganda, on a quand même la volonté d'instiller une forme de pratique religieuse et de lier ça à un sens. L'histoire, de manière générale, a un sens religieux, même pour celui qui ne voit pas dans le sionisme une portée messianique. Malgré tout, de manière générale, le religieux, de manière générale, et quelle que soit l'époque, a tendance à voir dans l'histoire, à voir dans les événements qui l'entourent, une portée religieuse, que ce soit nos ancêtres en Égypte qui voient les 10 plaies ou plus tard, il y a une tendance à vouloir voir des signes, voir du sens dans l'histoire qui nous entoure. Donc, est-ce que le Rav Reines, lui, occulte complètement la partie historique, cette partie qui pourrait être considérée comme historique, ou alors est-ce que simplement il ne va pas aussi loin que le Rav Kook? Ce n'est pas simplement qu'il ne va pas aussi loin, c'est qu'il veut voir les choses de façon différente. Si vous dites qu'il ne va pas aussi loin, ça veut dire qu'il est dans la même direction, mais il ne va pas aussi loin. Il n'est pas dans la même direction. Il voit les choses différentes. Évidemment, le Rav Reines n'accepte pas le fait de ne pas être religieux. Pour lui, ce n'est pas légitime. Un juif qui n'est pas religieux, c'est en fait un juif assimilé. Pour le Rav Reines, ce n'est pas légitime. Mais c'est le même problème que ce juif se trouve dans la ville de Tel Aviv, que ce juif se trouve en Ouganda, ou que ce juif se trouve à Varsovie ou à Lyon. C'est le même problème. Okay? Pour le Rav Kook, c'est différent. Parce que le juif religieux, le juif qui n'est pas religieux en dehors d'Israël, effectivement peut être un juif qui est en train de s'assimiler, donc plus ou moins de disparaître. Par contre, le juif qui n'est pas religieux, mais qui se trouve en Israël, et qui fait partie donc de l'action sioniste, qui prend partie au mouvement sioniste en s'investissant donc dans le travail en Israël, dans la construction du pays, et bien ce juif-là, même s'il se définit comme étant un juif pas religieux, pour le Rav Kook, et bien il est religieux même s'il ne se rend pas vraiment compte.